Bienvenue à cette édition spéciale unique du journal. En raison de l'événement sportif, le match opposant les Guépards aux Super Eagles, match comptant pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Voici les titres. Le Bénin conforte ses relations diplomatiques avec l'Afrique et le reste du monde. 12 nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État. À suivre leur profil et feuille de route. Financement durable, la BOAD et le FAGAS s'activent. La BOAD se mobilise à la COP pour les projets verts dans les pays vulnérables. À Cotonou, le FAGAS incite à des investissements d'impact au profit de l'Afrique. Au Brésil, la faim menace. Au Royaume-Uni, des fournisseurs de bateaux pour clandestins sont appréhendés. Crise agricole en France avec des vignerons en colère. En Espagne, une inondation fait beaucoup de victimes. Démarrons ce journal par cette confrontation des Guépards face aux Super Eagles du Nigeria à Abidjan ce soir au stade Félix Houphouët-Boigny. Le score pour ceux qui l'ont suivi jusqu'au seuil aux frontières de 22 heures. Un but partout. La qualification du Bénin se jouera donc à la 6e journée au prochain match contre les Libyens. Le Bénin donc en ballottage favorable relatif. Le Bénin qui conforte ses relations diplomatiques avec des pays d'Afrique et du monde. Ce jeudi, le président Patrice Talon a reçu les lettres de créance de 12 nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin. Jérôme Hongbo, Shannon Bimet et Patrick Benou, Mohamed Bior aussi, nous présentent la première vague des 6 nouveaux ambassadeurs. La coopération diplomatique entre les Champs-Élysées et la Marina s'inscrit dans la continuité. C'est la mission assignée à Nadège Chouat, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la France près le Bénin avec résidence à Cotonou. Née le 30 janvier 1969, elle est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et d'un master en sciences de gestion des ressources humaines. Il y a tout un chemin qui est tracé dans une relation bilatérale intense, dense, multiforme, que ce soit dans le secteur culturel, le secteur énergétique, les relations économiques, la coopération en matière de sécurité-défense. Et nous avons une feuille de route entre les deux pays, notamment dans le secteur culturel et dans le secteur de la formation professionnelle, où nous devons maintenant arriver à obtenir des résultats concrets, il y en a déjà, mais continuer. Donc il n'y a pas de changement, c'est la continuité, peut-être même l'accélération de cette coopération. Avec l'Union européenne, le président Patrice Talon a jeté les bases d'une série de grands chantiers. Appelé à cimenter cette excellente confiance collaborative, Stéphane Monde a présenté ses lettres de créance. Né le 28 janvier 1972 à Bruxelles en Belgique, il est titulaire d'une maîtrise en histoire, d'une licence en philologie slave et d'un doctorat en philosophie et lettres. Nous avons échangé essentiellement sur la coopération entre l'Union européenne et le Bénin. Et nous partageons en fait une identité de vue. Le président, sous sa houlette, a lancé toute une série de grands chantiers dans ce pays. Nous avons également parlé brièvement de l'éducation. Il se fait que j'ai moi-même inscrit mes enfants au lycée Pierre-Manuel Talon. Donc tout ça pour dire que la confiance que nous avons au niveau de l'Union européenne, de cette excellente collaboration avec le Bénin. J'ai aussi confirmé au président que l'enveloppe budgétaire de l'Union européenne pour le Bénin restait inchangée, ce qui est un signe très positif parce qu'il faut savoir que dans d'autres pays, malheureusement, pour des raisons économiques en Europe, certaines lignes budgétaires ont dû être diminuées. Ce ne sera pas le cas pour le Bénin. Le nouvel ambassadeur de la République bolivarienne de Venezuela, Jesus Alberto Garcia, né en 1954, est un enseignant-chercheur. Il conduit la liaison mixte bénino-vénézuélienne pour le renforcement du creuset d'échange dans tous les domaines. Y los temas en las relaciones económicas que son importantes. Nous sommes là pour approfondir les relations déjà qui sont en matière de culture, en matière de tourisme, pour pouvoir évoluer. Et nous avons promis au président de maintenir les relations pour pouvoir parler
pour faire parler du Bénin et de mon pays. La Grèce entend tuiler davantage les relations bénino-grecques dans les domaines de la culture et du développement. L'ambassadeur désigné de la République hellénique avec résidence à Abuja au Nigeria est Athanasios Kochionis, né en 1964 à Thessalonique. I feel very privileged to represent Greece. Je suis heureux de représenter mon pays en tant qu'ambassadeur de la Grèce donc, au Bénin et ensemble nous avons échangé donc, sur l'intérêt de travailler pour donc, améliorer les relations entre la Grèce et le Bénin. Nous sommes donc prêts, qu'il s'agisse donc de développement économique et plan culturel. Donc nous sommes entendus et le programme est bien établi pour que la relation bilatérale entre le Bénin et la Grèce puisse connaître un avancement. In order to improve. Sur les plans éducatifs, social, économique, culturel et technologique, le Bénin ouvre une large gamme de coopération avec l'Irlande. C'est depuis 2022 que Peter Ryan occupait le poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Irlande près le Nigeria, avec extension de sa juridiction sur le Bénin. To the European Union, of course, through our... Nous sommes là pour développer donc le côté politique, la diplomatie entre les deux pays, le volet économique, le volet social, le volet culturel, le volet éducationnel donc, et la technologie aussi. Donc c'est un plaisir d'être ici au Bénin, c'est ma toute première fois ici au Bénin. Ici, nous avons une coopération économique, diplomatique, culturelle et éducationnelle entre les deux républiques. Nous sommes là donc, pour booster donc, cette coopération et ces liens d'amitié avec le Bénin. Madame Leilani Bin Judah est australienne, née le 13 juillet 1974. Elle a débuté sa carrière dans la fonction publique, puis assumé plusieurs fonctions au plan international. Elle a félicité le Bénin pour les investissements consentis dans plusieurs secteurs, avant de promettre l'octroi de bourses d'études par son pays aux Béninois pour le master. And also his foreign minister. Il faut dire qu'entre le Bénin et l'Australie, il y a une très bonne relation, une relation que je voudrais travailler donc à améliorer. Et je voudrais exprimer aussi ma gratitude pour le plaidoyer que le Bénin fait à l'endroit donc de l'Australie et au niveau donc des instances internationales comme l'Organisation des Nations Unies. Et je voudrais féliciter les autorités béninoises pour les différents types d'investissements qui sont réalisés. Et il faut aussi dire que nous partageons beaucoup d'autres domaines de développement, qu'il s'agisse donc du plan bilatéral comme multilatéral avec le Bénin, et il faut travailler donc à renforcer cela. And certainly bilaterally, so we look forward to. Et pour compléter la liste des 6 nouveaux ambassadeurs qu'on vient de voir, reçus par le chef de l'État, voici ceux de la Norvège, du Nicaragua, de la Malaisie, du Tchad, de l'Ordre souverain de Malte et de la Finlande. Le film de leur réception par le président de la République avec Marcela Rossi. Des profils variés et des expériences internationales diverses. Ils sont aussi porteurs de parcours exceptionnels. Svein Beira, 60 ans, diplomate et ancien militaire norvégien avec une formation solide de l'Académie norvégienne des officiers et du service extérieur. Après des débuts dans les forces de défense, il intègre le ministère des Affaires étrangères en 1998 et a notamment servi aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Tanzanie. Avant sa récente nomination, il était directeur de la recherche au ministère de l'Éducation et de la Recherche norvégien. Luis Manuel Andino du Nicaragua, doté d'une licence en diplomatie et sciences politiques et d'un master en anthropologie, il a activement contribué à l'engagement politique et universitaire au Nicaragua. Voici un ancien président de l'Union nationale des étudiants du Nicaragua qui a aussi œuvré dans des organismes régionaux de jeunesse et d'éducation. Depuis novembre 2023, il est désigné ambassadeur au Burkina Faso avec juridiction sur le Bénin. Primeramente, agradecerle por esta oportunidad. Je viens de présenter ma lettre de créance qui m'accrédite auprès de la République du Bénin. D'abord, j'ai remercié
son Excellence M. le Président, pour l'avoir reçu. Et l'important pour notre relation, c'est continuer à renforcer les relations qui sont déjà nées dans les différents domaines que nous avons fixés. Nous avons voulu renforcer nos capacités, surtout dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'agriculture, le tourisme, la culture, parce que nous avons des peuples qui sont dans mon pays qui sont des peuples africains. Et nous avons parlé aussi de la sécurité. Ayoub Omar arrive de la Malaisie. Diplômé de l'Université islamique internationale de Malaisie et de l'Université d'Oxford, il a mené une carrière diplomatique au ministère du Commerce, puis des Affaires étrangères malaisiennes. En poste dans plusieurs pays, il a été consul général en Indonésie et dernièrement chef du Centre de langue et diplomatie culturelle en Malaisie. Il devient ambassadeur au Nigeria avec juridiction sur le Bénin. Il faut dire que c'est un moment historique pour nous parce que c'est la première fois qu'un ambassadeur malaisien présente donc ses lettres de créance au Bénin. Donc c'est un moment historique et je voudrais me réjouir de ce moment historique-là et dire aussi que je vais travailler pour que les relations donc bilatérales entre la Malaisie et le Bénin soient donc améliorées. Et avec le président de la République aujourd'hui, comme avec le ministre des Affaires étrangères hier, nous avons donc parlé de la coopération entre le Bénin et la Malaisie. Le Bénin a autant besoin de la Malaisie que la Malaisie a besoin donc du Bénin, notamment dans l'écosystème halal. Et nous pouvons, à notre niveau, donc nous avons de l'expertise dans ce domaine-là que nous pouvons partager avec le Bénin. Il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels le Bénin et la Malaisie pourront travailler. Et je pense que pendant donc, le temps que je vais être ambassadeur de la Malaisie au Bénin, je vais m'évertuer donc à faire en sorte que les relations entre le Bénin et la Malaisie soient beaucoup améliorées. Adoum Mahamat Saleh, expert en économie et finances, est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire après le Burkina Faso, avec extension sur le Bénin en 2024. Marié et père de 4 enfants, l'ancien collaborateur de la Banque mondiale s'engage pour le développement économique de son pays. Nos relations sont au beau fixe. Au beau fixe, je l'ai dit, pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui implantés à travers notre colonie tchadienne au Bénin et qu'on entend moins de problèmes à travers la colonie tchadienne ici au Bénin. Ça veut dire que l'intégration est parfaite et qu'on se sent toujours chez nous quand on arrive. Et je l'ai senti à travers les accueils chaleureux que j'ai eus depuis que je suis arrivé. Et nous avons effectivement parlé de nos relations bilatérales et aussi coopéré dans l'international. Le Bénin et le Tchad ont fait toujours cavalier ensemble, que ce soit au niveau des grandes instances internationales ou au niveau bilatéral. Et donc on se soutient et donc nous avons la même vision sur l'Afrique. Nous avons aussi, tout à l'heure, on avait abordé avec le président Patrick Talon parce qu'il y a quand même les échanges commerciaux. Nous sommes un pays enclavé, vous le savez. Et donc à travers le Bénin, on arrive à décongestionner un certain nombre effectivement de choses. Et qu'à ce niveau, le Bénin nous offre quand même des opportunités importantes et qu'on puisse les saisir. Nous étions victimes et nous avons de l'expérience dans la lutte contre le terrorisme. Nous sommes toujours disponibles à mettre effectivement à contribution nos capacités, nos efforts et nos expériences pour pouvoir effectivement aider les peuples frères. Et donc l'Afrique, on n'a pas besoin encore de guerre et donc nous allons tous ensemble coopérer, apporter des expertises, conjuguer les efforts, tous les moyens qu'il faut mettre effectivement à la disposition pour cette lutte contre le terrorisme. Bruno Kergen, avec plus de 30 ans d'expérience dans le privé, notamment chez Total et Castel, est un dévoué aux actions humanitaires. Depuis 2021, il œuvre pour l'Ordre de Malte en Vendée et mène un partenariat hospitalier au Bénin. Il est désormais ambassadeur de l'Ordre de Malte au Bénin, avec résidence à Paris. On est là en relation diplomatique avec le Bénin depuis 1972. On a repris d'accord parti avec l'État béninois, donc l'hôpital de Djougou depuis 1974, et nous fêtons cette année les 50 ans
de présence de l'ordre de Malte, avec juste un petit changement, c'est que depuis 2016, nous sommes plutôt mère et l'enfant. Et avec des statistiques qui parlent toutes seules, c'est que l'an dernier, nous avons eu l'équivalent de 5500 naissances. Et puis surtout, c'est ce que j'ai parlé avec le président, c'est ayant été béninois, j'ai vu les transformations, quoi. Donc je suis assez surpris par ils disent petits pas, moi je dis c'est des pas de géant. Faire ce qui a été fait en si peu de temps, avec les moyens du bord, comme on dit, c'est une belle chose. Géographe de formation, Sanna Selin a représenté la Finlande dans de nombreux dossiers européens et commerciaux, notamment auprès de l'Union européenne. Elle accède à des fonctions diplomatiques en Asie et en Europe avant sa nomination en 2021 à l'ambassade de Finlande au Nigeria, avec juridiction sur le Bénin à partir de 2024. Our bilateral relations with Benin have always Très satisfaite et honorée d'être ici au Bénin, c'est un grand jour. Et je peux vous dire déjà que entre le Bénin et la Finlande, nous avons une bonne et cordiale coopération. Et nous avons donc, lors de notre discussion, juste après avoir transmis notre lettre de créance, nous avons donc discuté des mesures pour pouvoir élever donc notre degré de coopération et donc travailler ensemble pour pouvoir donc partager nos expériences et pouvoir développer de plus en plus notre coopération sur le plan culturel, diplomatique, politique et économique aussi. Donc déjà, la semaine dernière, nous avons eu à visiter le Bénin. Notre Premier ministre est venu ici en visite et il était question donc, de retourner l'artefact culturel qu'est le kataklé. Et donc nous serons très contents donc, de restaurer donc, cette relation et de pouvoir développer, rebooster cette coopération entre les deux nations. Voilà qui ouvre la voie à de nouvelles collaborations stratégiques pour le Bénin dans des domaines variés. Actualité des institutions de la République, notamment celle de la Cour des comptes, dont la présidente Ismat Bio-Tchane Mamadou a reçu en audience ce mardi le haut-commissaire à la prévention de la corruption. L'hôte de la haute juridiction de Porto Novo nous a confié les sujets discutés. Voici Jacques Migam à sa sortie d'audience. Nous avions présenté à la présidente de la Cour des comptes la mission dévolue au haut-commissariat à la prévention de la corruption. Nous avions reçu de Madame la Présidente de sages conseils, des conseils qui vont permettre à notre institution d'accomplir au mieux ses travaux. Et nous avions échangé également avec Madame la Présidente, comme vous le savez, nous avions parlé du décret qui vient d'être pris le 11 septembre dernier en ce qui concerne la déclaration du patrimoine. C'est un décret qui est récent. Nous avions échangé relativement à ce décret. Nous avions également parlé avec Madame la Présidente de la Cour des comptes de tout ce qui touche les partis politiques. Et comme vous le savez, bientôt, nous aurons les élections générales de 2026. Donc, c'est pour vous dire que je me réjouis des dispositions qui sont prises au niveau de la Cour des comptes pour que les choses se passent au mieux des intérêts, non seulement de la population, au niveau des partis politiques, mais de nous tous. Mais croyez-moi, le Haut-Commissariat, dans le cadre de la prévention de la corruption, jouera entièrement sa partition. Sortons du Bénin un moment à la rencontre d'acteurs de délégués particuliers à la COP qui se déroule en Azerbaïdjan. Ils sont aussi nombreux que les délégués officiels des pays. Ils ne sont pas au cœur des décisions, mais tiennent à les influencer quand même pour faire respecter les engagements au service de l'environnement. Les activistes écolos, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, activistes de la société civile, ont manifesté au cœur du site dédié à la COP 29. Écho de leur activisme avec William Tchoki.
Une succession de témoignages sur les conséquences du changement climatique face à des chaises laissées vides par les dirigeants des grands pays pollueurs. Aux autres ici n'ont pas accès à la salle des négociations, mais ils se font entendre, et de la plus belle manière. Ils se mobilisent, ces hommes et femmes de la société civile du monde entier, et les messages se font voir, des slogans scandés. Focaliser l'attention des négociateurs et délégués du monde entier sur l'urgence, atteindre la neutralité carbone, respecter les clauses de l'accord de Paris, garantir un monde meilleur aux générations futures. Et puis l'un des mots d'ordre de ces activistes, eh bien, c'est la finance climat qui constitue l'un des points clés discutés à la 29e conférence des partis sur le changement climatique. À cet effet, la Banque ouest-africaine de développement BOAD mobilise autour d'elle d'autres institutions financières en faveur des pays vulnérables au dérèglement climatique. Le Bénin, en pointe sur le sujet, est l'un des pays ciblés d'ailleurs. Écoutons ici le président de la BOAD. Le sujet du climat, c'est ce que je rappelais incidemment, c'est d'abord le sujet, il y a un sujet de quantum, il y a un sujet de montant. On a besoin d'investir et d'investir massivement. Et nous considérons à la BOAD que la question de la finance climat n'est pas une question verticale, mais horizontale. C'est-à-dire qu'elle s'applique à tous les secteurs de notre vie industrielle, économique, financière, aux infrastructures, à l'agriculture, à l'énergie, etc. Donc c'est essentiel. Dans notre plan stratégie, le plan Joliba, vous vous souvenez, nous avons considérer que nous allions allouer 25% de nos ressources à tout ce qui relève de la finance climat. À l'heure où je vous parle, nous sommes à 40%. Ce qui veut donc dire que nous-mêmes, nous sommes dépassés, j'allais presque dire, par l'engouement de tout ce que l'on fait et par le fait que notre monde, surtout en Afrique de l'Ouest, où vous voyez bien un certain nombre de nos pays, sont très concernés par cette question de la détérioration de l'environnement et nous en payons les conséquences. Ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'aller chercher plus de ressources et naturellement des ressources concessionnelles pour continuer de financer les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, l'éducation, tout ce qui est social, tout ce qui est immobilier social et abordable dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire dans les conditions qui nous permettent de pouvoir travailler non pas pour nous, mais pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est la question de, vous savez, c'est la croissance durable. Donc la BOAD est un acteur essentiel, principal de cette nouvelle donne. William Tchoki depuis Bakou pour ces belles moissons, ces belles rencontres. L'une des catégories majeures de projets visés par les financements verts, ce sont ceux de la transition énergétique tels que l'énergie solaire, comme d'ailleurs ce projet de centrale solaire en construction à Ilou-Lofin dans la commune de Kobeb. Allons voir ce projet avec Alain Sochoumain et Ernest Tétégou. Le Bénin multiplie ses efforts pour une indépendance énergétique. À Ilou-Lofin, une troisième centrale solaire photovoltaïque verra le jour dans quelques mois. En ce moment où notre pays, à l'instar de ses voisins, traverse une situation de crise énergétique, la présente cérémonie vient à point nommé pour rassurer nos compatriotes que l'engagement pris par le gouvernement et son chef dans la réalisation de notre autonomie énergétique reste et demeure d'actualité. Je voudrais donc profiter de cette tribune pour vous rassurer que des orientations et instructions claires ont été données par la haute autorité pour résorber cette crise dans les plus brefs délais et les équipes techniques sont à pied d'œuvre pour la concrétisation de ces orientations. Je voudrais donc, au nom du président de la République et de son gouvernement, à travers l'Agence française de développement et l'ambassade de France près le Bénin, saluer la coopération française et exprimer notre gratitude pour le dynamisme de cette coopération. Je voudrais ensuite inviter les autorités à divers niveaux et les populations du département du Plateau à accompagner le groupement d'entreprises RNT FH dans la réalisation des travaux de cette centrale qui vient renforcer le tissu de production énergétique de notre pays. Aux responsables du groupement, je vous invite au respect du cahier des charges dans la qualité des travaux, le délai contractuel, le recrutement de la main-d'œuvre locale et le transfert de compétences aux partenaires locaux qui vous accompagnent dans la réalisation du projet.
D'un coût global de 16 milliards de francs CFA, elle va fournir 25 MW et compléter les 25 MW déjà rendus disponibles par la deuxième centrale solaire photovoltaïque mise en service depuis 2 ans. Nous sommes en effet réunis pour marquer le lancement des travaux d'extension de la centrale solaire des Fissols, un projet d'une grande envergure qui portera la capacité de cette infrastructure essentielle de 25 MW à 50 MW, 25 autres mégawatts étant produits par une troisième infrastructure. L'Agence française de développement, l'Union européenne et l'État béninois ont contribué au financement de l'infrastructure qui apportera sans doute un plus en matière d'énergie électrique pour soulager les populations. La France est fière d'accompagner le Bénin dans cette ambition en mobilisant son savoir-faire et en renforçant sa coopération technique et financière. L'Agence française de développement, acteur clé de notre partenariat, a su mobiliser les ressources et l'expertise nécessaires en lien avec l'Union européenne pour contribuer efficacement à ce projet structurant. La centrale solaire sera livrée dans un délai de 12 mois. Projet structurant et financement, voyons le sujet encore avec un mécanisme de financement dédié à d'importants projets publics, le partenariat public-privé PPP, opportunité de mobilisation de ressources privées pour répondre aux besoins publics. Les maires du Bénin sont conviés à s'y pencher pour le développement des terroirs. Le ministère de l'Économie et des Finances leur en offre une appropriation du nouveau cadre juridique PPP. Quel enjeu pour le développement local? Esquisse de réponse avec Alexis Segbemon et Alexandra Diotan. Les contrats de partenariat public-privé sont des types de contrats par lesquels une entité publique confie à un partenaire privé tout ou partie de la réalisation, du financement, de l'exploitation et de la maintenance d'infrastructures publiques ou des services associés. Au plan national, ils trouvent leur fondement dans la loi 2016-24 du 24 octobre 2016, un texte modifié en 2024 par l'Assemblée nationale. Cette première loi n'avait pas prévu le rôle des communes et c'est pour notamment corriger cette insuffisance que la loi 2024-30 du 23 juillet 2024 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin a été prise. Vous serez amenés à échanger autour du cadre législatif et réglementaire, le cadre institutionnel, les procédures de passation avec les outils de promotion de l'investissement en faveur des communes et les exigences fiscales. Les maires et les secrétaires exécutifs des 77 communes sont les acteurs mobilisés dans le cadre de cet atelier de vulgarisation. C'est une forte occasion pour nous ressourcer en ce qui concerne ce cadre juridique. Je me réjouis de ce qu'en peu de temps, vous soyez mobilisés pour être présents à cet atelier pour affiner votre connaissance et vos compétences. L'adoption du nouveau cadre juridique des partenariats publics-privés au Bénin est aussi saluée par les partenaires techniques et financiers. Au projet Réforme des finances publiques pour l'atteinte des ODD et le renforcement de la mobilisation des recettes de l'État, réforme de la GIZ, nous nous réjouissons de la tenue de la présente activité qui renforcera les capacités des acteurs à divers niveaux sur le nouveau cadre légal et réglementaire encadrant ce type de partenariat au Bénin. Si cet outil, cependant, est bien utilisé, il permettrait d'accélérer l'acquisition d'importantes infrastructures de développement au niveau des communes. Les partenariats publics-privés cumulent efficacité, expertise, capacité d'innovation, le transfert et la répartition des risques. Financement pour le développement durable. Toujours dans ce journal, le Fonds africain de garantie et de coopération économique se montre proactif en tandem avec la Fondation pour les études et recherches sur le développement international. Eh bien, le FAGAS mobilise l'écosystème bancaire pour des investissements d'impact au bénéfice des économies africaines. Il est fait focus sur les mécanismes incitatifs à une croissance durable et inclusive. Ayelodjo Amoussou, Alexis Segbemon et Brice Menaï pour les explications. Orienter les ressources financières vers les secteurs à haute valeur ajoutée. C'est l'objectif de ce séminaire centré sur les investissements d'impact au service des économies africaines. Événement qui rassemble les représentants du gouvernement béninois,
les directeurs généraux de banques africaines ainsi que les partenaires institutionnels. Vous explorerez les mécanismes qui faciliteront le déploiement de l'investissement d'impact en Afrique. Vous examinerez également comment des initiatives telles que les garanties du FAGAS peuvent renforcer la capacité des PME à devenir des acteurs majeurs du développement de nos économies. Je suis convaincu que les échanges que les experts et décideurs ici présents, combinés à la synergie entre les partenaires comme la FEDI et la FD, poseront les bases d'un écosystème financier résilient, apte à attirer des financements pour les projets structurants. Les résultats attendus de ce séminaire incluent une meilleure compréhension des outils de l'investissement d'impact, le renforcement des capacités des institutions financières africaines et la mobilisation accrue de ressources pour les PME et les projets structurants. Le FAGAS, dans sa nouvelle vision, avance en cherchant des solutions optimales et innovantes dans sa mission pour impacter davantage et accélérer le financement et le développement du continent. L'Institut du FAGAS fait un travail de recherche et de renforcement des capacités et ce séminaire qui a pour but de mettre ensemble des experts et spécialistes de très haut niveau venant de l'Europe et partout des pays membres du FAGAS doit réfléchir pour pouvoir proposer de nouveaux instruments afin de mieux garantir et mieux d'accompagner le financement accéléré du continent. Donc nous devons aussi, nous, FAGAS, impacter le financement des économies africaines. Trouver des instruments pour accompagner les États, accompagner le secteur privé, le secteur bancaire et le marché financier. Les mécanismes de garantie offerts par le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS se révèlent déterminants pour renforcer les capacités des PME à accéder à des financements durables, initiative qui pourrait transformer les infrastructures économiques de nombreux pays africains. Actualité dans le secteur agricole avec le lancement officiel au Bénin de la campagne de commercialisation du coton-graine. Les acteurs de la filière coton se sont donné rendez-vous à Soka, dans la commune de Silondé. Les autorités de l'agriculture en ont profité pour exhorter aux meilleures pratiques et dispositions pour une campagne sans faille. Les deux ministres en charge du commerce d'un et de l'agriculture de l'autre étaient au rendez-vous de Soka et pour lancer la campagne coton. Nos reporters Abdoulafou Idrissou et Aziz Alagbé y étaient aussi. Prix du coton graine conventionnel premier choix, 300 francs CFA par kilogramme. Prix du coton graine conventionnel deuxième choix, 250 francs par kilogramme. Prix du coton graine biologique premier choix, 360 francs par kilogramme. Prix du coton graine biologique deuxième choix, 310 francs par kilogramme. 166 kilos. C'est parti. La campagne 2024-2025 de commercialisation de coton graine est lancée. Plus de 650 000 tonnes d'or blanc sont attendues dans le réseau de grainage qui en demande encore plus. Environ 200 milliards de francs CFA reviennent directement dans les mains des producteurs. La baisse de production notée au cours de la campagne 2022-2023 a été rapidement surmontée et dès la campagne suivante, nous sommes repartis pour de nouveaux records. C'est le lieu d'adresser une fois encore nos vives félicitations à l'ensemble des acteurs de la filière et en particulier les cotonculteurs. Il existe d'innombrables opportunités de transformation du coton, sans ignorer bien entendu la révolution industrielle textile qui est une dynamique sans précédent au Bénin au niveau de la zone industrielle de Glodjigbe. C'est ainsi que des milliers d'emplois sont créés et c'est ainsi que la richesse partagée est créée dans notre pays. Notre pays, le Bénin, a enregistré une augmentation moyenne de la production cotonnière de près de 140% par rapport à la campagne 15-16. Les producteurs de coton ont vite compris que l'heure avait sonné. J'ai le plaisir, en tant que votre humble serviteur, de rendre un vraiment hommage à nos vaillants producteurs et aux égreneurs qui, depuis 2016 à ce jour, ont révélé au monde entier notre pays à travers cette filière qui aujourd'hui fait notre fierté. Des dispositions s'avèrent nécessaires dans les champs pour du coton de grande qualité. Nous devons sauvegarder d'abord la qualité et c'est cette qualité qui fait le gain de revenus aux producteurs, tout en ayant soin de connaître que le premier choix c'est 300 francs, alors quand c'est déclassé au second choix c'est 250. Quand nous regardons la marge de 50 francs, c'est très important. C'est en cela que je demande à mes collègues producteurs de faire tout possible. Nous attendons
en fin de résultat un record. Et pour l'atteindre, c'est comment faire pour récolter vite et obtenir les gains de poids. Chers producteurs, pour faciliter les opérations de récolte, l'interprofession vous accorde une avance sur les fonds coton d'un montant de 3,498 milliards de francs CFA. De même, afin de vous permettre de bien conduire les opérations de commercialisation, une avance de montant de 440 millions de francs sur les frais de marché vous a été accordée. Le Bénin, dans sa position de leader du coton, a accueilli pour la première fois en Afrique la célébration de la Journée mondiale du coton en octobre dernier. De cette célébration, une pile d'opportunités vient s'ajouter aux multiples avantages de la filière coton. Rendons-nous à présent à la foire des PME agricoles du partenariat USADF gouvernement. La Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique cofinance en effet des PME agricoles de concert avec le gouvernement béninois. Et pour rendre visible et aider ces PME à commercer leurs produits, 3 jours de foire sont organisés. C'est du 14 au 16 novembre prochain. Voici l'agenda de la 3e édition annoncée à la presse dans une séquence proposée ici par Gilles Dansou et Françoise Insou. Ce partenariat a été renforcé depuis 2017 à travers la signature, le renouvellement de notre convention qui est passée de 500 millions à 1 milliard en partage entre donc les deux États, avec pour objectif principal de contribuer à l'amélioration de la croissance économique à travers donc l'élargissement des bases économiques du pays. À ce jour, nous avons 121 projets pour une valeur de plus de 10 milliards de francs CFA qui ont été déboursés pour accompagner la compétitivité des petites et moyennes entreprises et des sociétés coopératives dans une approche de marché qui les met dans un cluster où les sociétés coopératives approvisionnent les entreprises qui se chargent de les transformer pour pouvoir le vendre sur le marché. Comme d'habitude, nous aurons deux volets d'activité, le volet intellectuel et le volet exposition-vente. Le volet exposition-vente va concerner 70 exposants qui viennent d'un peu partout du Bénin. Ces innovations se réalisent sur les principaux produits de notre pays, c'est-à-dire l'anacade, l'ananas, la volaille, les bovins, le maraîchage. Voir les images de cette foire. Bientôt fini le calvaire des populations du département du Mono avec la perspective de bitumage de la route à Diakha à Thiémé et Bretel. On va en savoir un peu plus à Thiémé au lancement du projet routier avec les acteurs de la CIRAT, la Société d'infrastructures routières et de l'aménagement du territoire. Reportage Benjamin Denayon, Amandine Aliambossou. Du rêve à la réalité, l'aménagement et le bitumage de la route à Diakha à Thiémé ainsi que de ses bretelles sont lancés. Dans le département du Mono, cette route, jadis impraticable surtout en période d'inondation, est d'une grande utilité pour les populations et les usagers. C'était une voie ferrée construite par l'organisation commune Bénin-Niger pour booster les échanges commerciaux dans la ville d'Athiémé qui était devenue le plus grand centre commercial du sud-ouest Dahomey et du sud-est Togo. La ville d'Athiémé a commencé par perdre son rayonnement suite à la grande crue du fleuve Moro qui emporta la voie ferrée. L'aménagement et le bitumage de cette voie, tant attendue, qui vont considérablement changer la vie économique et rendre à ma commune ses lettres de noblesse. La réalisation des travaux de construction de cette route contribuera à désenclaver plusieurs contrées, faciliter le coulement des produits agricoles, valoriser le potentiel économique de nos communautés, renforcer l'économie locale, assainir le cadre de vie et permettre une meilleure circulation des personnes et des biens par un gain de temps et de carburant. Avec la concrétisation de ce projet inscrit au programme d'action du gouvernement, c'est un pan de l'histoire du Mono qui est restauré. Longue de 70 km, sa réalisation qui va durer 30 mois en rajoute au développement du réseau routier national. C'est d'abord la route principale,
à Djaka-Atiémé pour environ 40 km. Les bretelles Djanglamé-Oumako, 4,6 km. Kounoukoué, c'est 6,35 km. À Konana, Sohoumé, Bedi, c'est 7,5 km. À Tchanou, Penou, 4,5 km. À Tchanou, Carrefour, Kondi, Ouba, 2,35 km. Et, ça ce n'est pas une bretelle, à Tiémé, à Dohou, Lokosa, pour 13 km. Les aménagements programmés visent à pourvoir ces routes, ces tronçons de route d'un revêtement bitumineux. Je dois rappeler ici qu'il s'agit d'un investissement important, puisque nous parlons d'un investissement de près de 80 milliards de francs CFA. La promesse faite a été tenue grâce à l'action coordonnée du gouvernement menée par son chef, le président Patrice Talon. Je voudrais, en cette occasion solennelle, rassurer les populations et les usagers de ce tronçon de la volonté du gouvernement de concrétiser dans les meilleurs délais possibles l'aménagement de ces tronçons, ainsi que des 8 infrastructures de franchissement et des autres infrastructures socio-communautaires au profit des populations. Le département du Mono a déjà bénéficié de nombreux projets du programme d'action du gouvernement. D'autres sont encore envisagés dans les prochains mois pour le bien-être des populations. « 2026, juste une année 2025 à enjamber pour atteindre cette année électorale. Et pas si lointain pour les états-majors politiques qui s'activent déjà et s'apprêtent aux prochaines joutes et intrigues. Le dossier politique analyse ici leur manœuvre de conquête électorale. Quel est le degré de sincérité dans les messages politiques délivrés? Sur quelle base peut-on jauger la pertinence des discours politiques, surtout en période électorale? William Aguia et Ramatou Lawani tentent ici quelques réponses. L'art de persuader ou l'art de convaincre. En politique, le discours est considéré comme un trait d'union entre les acteurs politiques et les populations. Un fait politique avec ses enjeux et ses clivages. Le discours politique est considéré comme la sève nourricière de ce qui permet le contact avec les citoyens. Que l'on soit de la majorité ou de l'opposition, le narratif diffère, les uns sur la défensive et les autres dans la contre-offensive. Face à la gestion des affaires, vous avez 2 types de discours. Je peux dire que la première catégorie est un discours d'information et de valorisation de l'action publique, aussi bien par les gouvernants que les partis soutenant l'action gouvernementale. Mais en face d'eux, vous avez d'autres catégories d'acteurs politiques qui peuvent être classés dans la catégorie donc des opposants, qui face à la même réalité, qui face au même objet, ont des discours divergents. Dans cette diversité de narratifs, parfois sur le même objet, l'on s'interroge sur la pertinence et la sincérité des discours et des acteurs qui les portent. Le discours politique, de plus en plus, quand vous prenez 9 fois sur 10, le discours politique que nous entendons, eh bien ce discours politique manque de cohérence, manque de crédibilité, parce que ça ne permet pas, tel que c'est structuré, une certaine lisibilité dans l'action de l'acteur politique sur la durée. C'est vrai que pendant longtemps, on a assisté à des discours qui sèment la confusion. Vous verrez par exemple un député qui, en pleine campagne électorale, va aborder le possible et l'impossible pour semer la confusion dans la tête des citoyens électeurs, pour rester dans une espèce de stratégie électorale. Il sème la confusion. Une stratégie électorale qui manque de cohérence, de pertinence et de sincérité. Je suis convaincu et absolument convaincu que le discours politique est dans un assassinat progressif et il faut le sauver. Les acteurs politiques ne s'étaient pas préparés à ce que ce qu'ils font aujourd'hui soit su de tout le monde. Il y a un député
à l'Assemblée nationale, et pas des moindres, qui s'est plaint sur une chaîne de télévision une fois de ce que le député est harcelé par des citoyens qui lui demandent de leur faire des transferts d'argent, d'honorer les factures d'électricité, les ordonnances de leurs enfants malades et tout. Et que vraiment ça pèse, ça fait que le député n'a rien. Mais j'ai rigolé. Parce que, en fait, l'acteur politique, je ne le stigmatise pas lui, mais l'acteur politique qui pendant longtemps n'a parlé que ce langage d'argent aux populations au moment des élections et qui n'a rien fait pour éduquer la population, pour que la population sache que quelqu'un qui veut être député, c'est pas lui qui trace les routes, c'est pas lui qui fait les poteaux, c'est pas lui qui fait les dragages. Et quand quelqu'un tient ce discours-là, il finit par se faire élire. Mais ces populations, même dans l'ignorance, contre les jours, elles vont constater qu'après 1 mois, 2 mois, 3 mois, après des années, ce n'est pas fait. Parce que ce n'est pas le député qui fait. Ça fait que quand le député là revient une autre fois, il est obligé de s'époumoner lui-même. Je vois des gens en train de justifier tous les mensonges qu'ils ont dit. Il faut repenser le discours politique pour le rendre plus structuré, sincère et lisible. Les acteurs en ont intérêt pour se réconcilier avec le peuple, leur mandat. Bienvenue à présent dans la minute juridique de cette semaine. Avec au cœur cette question: un enfant peut-il porter le nom de sa mère en République du Bénin? Marcel Arrossi nous répond. Un enfant peut bel et bien porter le nom de sa mère au Bénin depuis l'avènement de la loi 2021-13 du 20 décembre 2021 modifiant et complétant la loi 2002 du Code des personnes et de la famille. Mais dans plusieurs conditions, seulement qu'ici je parlerai simplement de 2 articles. De l'article 6 nouveau alinéa 1er qui stipule ceci: lorsque la filiation est établie à l'égard des 2 parents, l'enfant peut porter soit le nom de sa mère, soit le nom de son père, ou soit le nom des 2. Mais ces 2 noms doivent être accolés et suivant un ordre défini par eux. Ces parents ont le devoir d'informer immédiatement le médecin accoucheur et d'en informer également l'officier d'état civil pour l'établissement de l'acte de naissance de l'enfant. Maintenant, il y a également l'article 6, nouveau, alinéa 2, qui dit qu'en cas de désaveu de paternité, la mère peut donner son nom de famille à son enfant. À l'étranger, la faim sévit toujours au Brésil, la plus grande économie d'Amérique latine. Au Royaume-Uni, des fournisseurs de bateaux destinés à aider des migrants clandestins ont été appréhendés par la police néerlandaise. Et puis, crise agricole en France, avec la colère des vignerons. En Espagne, beaucoup de victimes dans une inondation. On voit tout ceci avec Gloria Oné. Le Premier ministre britannique fait une déclaration suite à l'arrestation par la police néerlandaise d'un important fournisseur de petits bateaux utilisés pour faire traverser la Manche aux migrants clandestins. S'exprimant depuis le ministère de l'Intérieur, le Premier ministre déclare qu'il s'agit d'une pièce importante du puzzle. La faim sévit toujours au Brésil, la plus grande économie d'Amérique latine, même si les efforts se sont intensifiés pour enrayer sa progression. Le président de gauche Inácio Lula da Silva a fait de la lutte contre la faim un élément central de son mandat. Les progrès qu'il a accomplis soutiendront sûrement l'inauguration lundi d'une alliance mondiale contre la faim et la pauvreté lors du sommet du G20 à Rio. La France utilise tous les moyens pour bloquer l'adoption du traité entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, a affirmé jeudi le ministre de l'économie Antoine Armand, au moment où ce projet est rejeté en bloc par des agriculteurs. On demande à tous ceux qui négocient, grande distribution et tout ce qui s'ensuit de travailler avec nous, d'arrêter de faire importer des produits qui viennent de l'étranger, même si c'est de l'Europe, parce que dans l'Europe,
On dit que c'est un grand pays, mais un grand pays avec plusieurs lois. La police espagnole filme une zone inondée de la ville de Magala au lendemain de pluies torrentielles dans le sud et l'est du pays, toujours en alerte 2 semaines après les inondations les plus meurtrières du pays depuis des décennies dans la région de Valence qui ont fait au moins 224 morts. Fin de cette édition spéciale. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.